Dans les archives incomplètes du comté de Burke, en Géorgie, il existe un registre baptismal daté de 1842 qui liste 23 enfants nés entre 1838 et 1841, tous portant des prénoms différents, mais tous désignés comme orphelins, adoptés par des familles distinguées de Charleston, Savannah et Augusta. Aucun nom de mère n'est mentionné, aucune provenance n'est précisée. Et pourtant une note manuscrite dans la marge, presque effacée par le temps, indique simplement « Programme Sweetwater, projet achevé ». Ce qui s'est réellement passé dans cette plantation isolée du comté de Burke demeure l'un des secrets les plus dérangeants du sud d'avant-guerre. Avant de poursuivre cette histoire qui a glacé le sang des rares personnes ayant eu accès aux documents originaux, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Ces témoignages du passé méritent d'être entendus, même quand ils nous confrontent aux aspects les plus sombres de l'humanité. L'année 1838 marquait une période particulière dans l'histoire du Sud américain. La Géorgie, enrichie par la culture du coton et du tabac, connaissait un essor économique sans précédent. Les plantations s'étendaient sur des milliers d'acres, et avec elles, le système esclavagiste atteignait son apogée. Mais cette prospérité matérielle cachait des abîmes moraux dont les profondeurs restent encore aujourd'hui difficiles à mesurer. Dans le comté de Burke, à environ 40 km au sud-ouest de Waynesboro, se trouvait la plantation Sweetwater. Le domaine s'étendait sur près de 1200 acres de terre fertile bordant la rivière Ogeechee. La demeure principale, une imposante construction de style géorgien érigée en 1826, se dressait au sommet d'une légère colline, dominant les champs de coton qui ondulaient sous le soleil implacable de Géorgie. Des chênes centenaires drapés de mousse espagnole formaient une allée majestueuse menant à la maison, créant un contraste saisissant entre la beauté du paysage et les réalités brutales qui s'y déroulaient. La propriété appartenait à Nathaniel Brennan, un homme de 42 ans dont la famille avait fait fortune dans le commerce maritime avant d'investir dans l'agriculture. Nathaniel n'était pas né dans le Sud, il venait de Boston, ce qui lui conférait une sorte d'étrangeté aux yeux des planteurs locaux. Il avait étudié à Harvard, développant un intérêt particulier pour les sciences naturelles et ce que l'on appelait alors la philosophie naturelle. Cet héritage intellectuel du Nord, combiné à la richesse et au pouvoir absolu qu'offrait la plantation, allait créer une alchimie terrible. Catherine Brennan, son épouse, était arrivée à Sweetwater en 1833, 5 ans avant les événements qui nous occupent. Issue d'une famille respectable de Savannah, elle avait été éduquée dans les meilleures institutions pour jeunes filles du Sud. On disait d'elle qu'elle possédait une beauté austère, des traits fins encadrés de cheveux châtains toujours impeccablement coiffés et des yeux gris qui semblaient perpétuellement observer, analyser, juger. Elle avait épousé Nathaniel à l'âge de 23 ans, un mariage arrangé selon les convenances de l'époque, unissant la fortune des Brennan à l'ancienneté du nom des Fairchild. Les premières années de leur union s'étaient écoulées dans une normalité apparente. Catherine gérait la maison avec une efficacité remarquable, supervisant un personnel domestique de 12 personnes. Elle recevait avec grâce les visiteurs occasionnels, participait aux rares événements sociaux du comté et tentait de remplir le rôle que la société attendait d'une épouse de planteur. Mais une ombre grandissait entre elle et son mari, l'absence d'enfants. Après 5 ans de mariage stérile, la pression sociale devenait écrasante. Dans le Sud d'avant-guerre, une femme qui ne donnait pas d'héritier à son mari était considérée comme ayant failli à son devoir le plus fondamental. Les médecins consultés à Savannah et même à Charleston n'avaient pu offrir aucune solution. Les traitements de l'époque, saignées, purges, toniques à base de mercure, n'avaient produit aucun résultat. Catherine portait ce fardeau avec une dignité stoïque en public, mais ceux qui la connaissaient remarquaient qu'elle devenait de plus en plus distante, comme si elle se retirait progressivement dans un monde intérieur où personne ne pouvait la suivre.
Nathaniel, pour sa part, était devenu obsédé par la question de l'héritage. Il passait des heures dans sa bibliothèque, consultant des ouvrages de sciences naturelles, d'agriculture et de ce que l'on appelait alors la science des races. Il correspondait avec des académiciens de Philadelphie et de New York, des hommes qui partageaient ses intérêts pour les théories émergentes sur l'hérédité et le perfectionnement des espèces. Ces lettres, dont quelques fragments ont survécu dans les archives de la Charleston Medical Society, révèlent un esprit de plus en plus tourmenté par l'idée de créer une lignée supérieure, de laisser une marque indélébile sur le monde à travers une descendance soigneusement conçue. La plantation elle-même comptait environ 90 personnes réduites en esclavage. Elles vivaient dans un ensemble de cabanes disposées en 2 rangées parallèles, à environ 500 mètres de la demeure principale. Les conditions y étaient comparables à celles de la plupart des plantations de l'époque, c'est-à-dire inhumaines selon nos standards modernes, mais considérées comme normales, voire relativement acceptables par les propriétaires terriens du Sud. Nathaniel se vantait de ne pas utiliser le fouet aussi fréquemment que ses voisins, préférant ce qu'il appelait des méthodes d'incitation positive. Un euphémisme pour un système complexe de récompenses minimes et de punitions psychologiques. Parmi les personnes asservies, plusieurs familles avaient été à Sweetwater depuis la construction de la plantation. Il y avait aussi des individus achetés plus récemment lors de ventes aux enchères à Augusta et Savannah. Nathaniel portait une attention particulière aux acquisitions, examinant minutieusement chaque personne comme un éleveur examinerait du bétail, notant la stature, la force apparente, la couleur de peau, la forme du visage. Ce qui semblait être simplement le pragmatisme cruel d'un propriétaire d'esclaves cachait en réalité quelque chose de beaucoup plus sinistre. C'est durant l'hiver de 1837 que les premiers changements significatifs ont commencé à se manifester à Sweetwater. Nathaniel avait reçu la visite d'un certain docteur Edmund Whitfield, un médecin associé à la Charleston Medical Society. Whitfield était connu dans les cercles académiques du Sud pour ses théories controversées sur ce qu'il appelait l'amélioration dirigée de la constitution humaine. Il avait publié plusieurs articles dans des journaux médicaux obscurs, proposant que les principes appliqués à l'élevage des chevaux et du bétail pouvaient être transposés aux êtres humains pour créer des lignées aux caractéristiques spécifiques. La visite de Whitfield dura 3 jours. Les 2 hommes passèrent de longues heures enfermés dans la bibliothèque de Nathaniel. Les domestiques qui servaient les repas rapportèrent plus tard, dans des témoignages fragmentaires recueillis des décennies après les faits, que les conversations portaient sur des sujets étranges. La transmission des traits physiques, les théories de Lamarck sur l'hérédité des caractères acquis, les travaux d'éleveurs européens sur la sélection animale. Whitfield apportait avec lui plusieurs carnets remplis de notes et de diagrammes, ainsi qu'une collection de daguerréotypes montrant différents types physiologiques, comme il les appelait. Lorsque Whitfield repartit, quelque chose avait fondamentalement changé chez Nathaniel. Il commença à passer des heures à observer les gens travaillant dans les champs, prenant des notes dans un carnet qu'il gardait constamment avec lui. Il mesurait des têtes, des bras, des torses, consignant tout avec une précision maniaque. Il posait des questions sur les antécédents familiaux, notant quels parents avaient produit quels enfants, créant des sortes d'arbres généalogiques pour les familles asservies de sa plantation. Catherine observait ses comportements avec une inquiétude croissante. Mais dans la structure rigide de la société sudiste de l'époque, une épouse n'avait guère de moyens de questionner ou de contrarier son mari, surtout sur des questions que celui-ci présentait comme relevant de la gestion de sa propriété. Elle se confinait dans ses appartements, supervisant les tâches domestiques, brodant, lisant, attendant, sans vraiment savoir quoi. C'est par une soirée de mars 1838 que Catherine comprit l'étendue véritable des intentions de son mari. Nathaniel la convoqua dans son bureau, un geste inhabituel en soi, car il évitait généralement toute interaction prolongée avec elle, depuis qu'il était devenu évident qu'elle ne pourrait lui donner d'enfant. Elle le trouva assis derrière son imposant bureau en acajou, la lueur des lampes à huile creusant des ombres profondes sur son visage.
Sur le bureau était posé un document qu'il avait apparemment préparé avec soin. « Catherine », commença-t-il sans préambule, sa voix portant cette froideur détachée qu'elle avait appris à redouter. « Nous devons discuter de l'avenir de notre lignée. Puisque tu ne peux remplir ton devoir d'épouse en me donnant un héritier, j'ai élaboré une solution alternative. » Catherine resta debout devant le bureau, ses mains gantées, crispées l'une contre l'autre, attendant la suite avec une appréhension glacée. « J'ai étudié longuement la question avec le docteur Whitfield, poursuivit Nathaniel, tapotant le document devant lui. Les lois de la Géorgie sont claires. Tout enfant né d'une femme esclave appartient au propriétaire de celle-ci. Ces enfants porteront mon sang, même si légalement ils ne peuvent porter mon nom. Mais cela peut être arrangé. » Il marqua une pause, observant Catherine avec une attention clinique, comme s'il étudiait sa réaction pour un rapport scientifique. « J'ai sélectionné plusieurs femmes sur la plantation qui possèdent les caractéristiques physiques et les antécédents familiaux appropriés. Le docteur Whitfield et moi avons développé un protocole précis. Ces femmes engendreront ma descendance selon un plan soigneusement élaboré. Et toi, Catherine, tu seras témoin et archiviste de ce processus. » Le sang se retira du visage de Catherine. « Témoin ?» parvint-elle à articuler, sa voix à peine audible. « Oui, » répondit Nathaniel avec le même ton froid et méthodique. « Tu documenteras chaque phase du programme. Tu tiendras un registre détaillé, les dates, les observations, les résultats. Tu assisteras à chaque union pour t'assurer de la validité du processus. C'est ta pénitence pour ton échec et ta contribution à la grandeur future de notre famille. » Ce qui suivit cette conversation dépasse l'entendement pour quiconque possède un sens minimum de l'humanité. Mais il faut comprendre le contexte de l'époque. Les femmes, particulièrement dans le Sud, n'avaient pratiquement aucun recours légal contre leur mari. Catherine ne pouvait pas divorcer sans être complètement déshonorée et dépossédée. Elle ne pouvait pas faire appel aux autorités. Ce que Nathaniel planifiait n'était même pas considéré comme illégal selon les lois de la Géorgie en 1838. Les personnes asservies n'avaient aucun droit, aucune protection. Elles étaient considérées comme de la propriété, et un propriétaire pouvait en disposer comme il l'entendait. Catherine se retrouva piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. Nathaniel lui assigna une chambre spécifique dans l'aile est de la maison, une pièce qu'il avait fait aménager avec un bureau, de l'encre, des plumes et plusieurs registres reliés en cuir. Les fenêtres donnaient sur un bâtiment annexe que Nathaniel avait fait construire, officiellement présenté comme un nouveau séchoir à tabac, mais dont la fonction réelle était bien différente. La première session, comme Nathaniel les appelait avec un détachement scientifique glaçant, eut lieu 3 jours après cette conversation. Catherine fut forcée de s'asseoir au bureau de cette chambre, un registre ouvert devant elle, tandis que dans la pièce adjacente, séparée seulement par une porte vitrée que Nathaniel avait expressément fait installer, se déroulait une scène qui la hantrait jusqu'à ses derniers jours. Nathaniel avait fait amener une jeune femme nommée Sarah, âgée d'environ 22 ans. Elle était arrivée à Sweetwater 2 ans auparavant, achetée lors d'une vente aux enchères à Savannah. Nathaniel l'avait choisie, selon ses notes, pour sa stature équilibrée, son teint clair et ses traits réguliers conformes aux proportions idéales décrites par Lavater, une référence aux théories pseudo-scientifiques de physiognomonie populaires à l'époque. Catherine dut observer et noter l'heure, la durée, les moindres détails que Nathaniel exigeait pour ses archives scientifiques. La jeune femme, terrorisée, n'avait aucun moyen de résister ou de refuser. C'était un viol systématique déguisé en expérimentation. Mais dans le cadre légal et moral tordu du Sud esclavagiste, c'était considéré comme une simple utilisation de propriété. Ce qui rendait la situation encore plus atroce était la froideur méthodique avec laquelle Nathaniel procédait. Il ne manifestait aucune passion, aucune émotion. Il traitait l'acte comme un fermier traiterait l'insémination d'une jument de valeur, une procédure nécessaire pour atteindre un objectif précis.
Il prenait lui-même des notes après chaque session, comparant ses observations avec celles que Catherine était forcée de consigner. Dans les semaines qui suivirent, le schéma se répéta avec une régularité horrifiante. Nathaniel avait sélectionné 8 femmes au total, chacune choisie pour des caractéristiques spécifiques qu'il jugeait désirables. Il consultait régulièrement le calendrier lunaire et des tableaux que Whitfield lui avait fournis, déterminant les périodes optimales selon les théories médicales erronées mais largement acceptées de l'époque. Catherine consignait tout dans les registres, sa main tremblante traçant les mots qui documentaient cette abomination. Elle notait les dates, les noms, les observations physiologiques que Nathaniel dictait. Elle voyait le visage de ces femmes, la terreur, la résignation, le désespoir muet de celles qui n'avaient aucun pouvoir, aucune voix, aucun espoir de justice. Mais ce que Nathaniel ignorait, c'est que Catherine commença également à tenir son propre journal, caché dans un double fond de son armoire. Dans ce document secret, elle consignait non pas les détails cliniques que son mari exigeait, mais les expressions, les larmes, les tremblements de ces femmes. Elle notait leurs noms complets quand elle parvenait à les apprendre, leurs histoires quand les domestiques les lui murmuraient. Elle documentait sa propre descente dans un enfer moral dont elle ne savait comment s'extraire. Au fil des mois suivants, le programme de Nathaniel progressait selon son plan méticuleux. Les premières grossesses furent confirmées à la fin du printemps 1838. Nathaniel manifesta une satisfaction clinique, augmentant la fréquence de ses mesures et observations. Il fit venir le docteur Whitfield à 2 reprises pour examiner les femmes enceintes. Et les 2 hommes passèrent des heures à comparer leurs notes, discutant des résultats attendus, comme s'ils menaient une expérience agricole. Catherine assistait à tout cela avec une horreur grandissante. Elle était forcée d'accompagner le médecin lors de ses examens, de noter ses observations, de transcrire ses prédictions sur les traits que les enfants à naître manifesteraient. Whitfield discourait longuement sur ses théories, expliquant comment certaines caractéristiques physiques se transmettraient, comment la qualité du sang paternel s'exprimerait malgré la dilution maternelle, un vocabulaire déshumanisant qui réduisait ces femmes et leurs futurs enfants à de simples variables dans une équation monstrueuse. Mais Catherine commença à remarquer quelque chose que ni Nathaniel ni Whitfield ne semblaient apercevoir, ou qu'ils choisissaient délibérément d'ignorer. Les femmes communiquaient entre elles. Dans les champs, pendant les rares moments de répit, elles échangeaient des regards, des gestes, des mots murmurés. Un réseau de résistance silencieuse se tissait, invisible aux yeux des oppresseurs, mais bien réel. L'une des domestiques de la maison principale, une femme âgée nommée Ruth, qui servait la famille Brennan depuis la construction de la plantation, commença à laisser tomber de petites remarques en présence de Catherine. « Mrs. Catherine, vous semblez bien pâle ces temps-ci, » disait-elle en apportant le thé. Ou bien, les vieilles histoires disent qu'il y a des plantes dans les marais, Missus, des plantes que nos grands-mères connaissaient. Ces commentaires, apparemment anodins, étaient chargés de significations que Catherine apprenait lentement à déchiffrer. Les premiers enfants naquirent à l'automne de 1838. Nathaniel exultait. Il examina chaque nouveau-né avec une attention quasi obsessionnelle, mesurant, pesant, notant chaque détail dans ses registres. Catherine fut forcée d'assister à ces évaluations, d'enregistrer les observations de son mari. Elle voyait ses mères tenir leur bébé avec une tendresse désespérée, sachant que leurs enfants ne leur appartenaient pas, qu'ils étaient déjà marqués pour un destin décidé par Nathaniel. C'est à cette période que Catherine découvrit l'ampleur complète du plan de son mari. Un soir, alors que Nathaniel était parti inspecter les champs, elle osa pénétrer dans son bureau, un espace qui lui était normalement interdit. Ce qu'elle y trouva la glaça d'horreur. Dans un coffre dissimulé derrière les livres de la bibliothèque, elle découvrit un registre différent de ceux qu'elle était forcée de tenir. Celui-ci était intitulé « Projet Sweetwater, registre maître ». En le feuilletant d'une main tremblante, elle comprit que le plan de Nathaniel allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé.
Le registre contenait des correspondances avec plusieurs familles riches de Charleston, Savannah et Augusta. Ces lettres discutaient de l'acquisition d'enfants de lignées contrôlées, avec des garanties sur leurs caractéristiques physiques et intellectuelles potentielles. Nathaniel avait apparemment établi un réseau secret avec d'autres planteurs et des familles fortunées qui partageaient ses obsessions eugénistes. Les enfants nés de son programme n'étaient pas destinés à rester à Sweetwater. Ils devaient être distribués à travers tout le Sud, placés dans des familles qui les élèveraient comme leurs propres enfants adoptifs, créant ainsi une sorte de réseau caché de lignées améliorées. Les lettres révélaient des détails encore plus sinistres. Nathaniel correspondait avec un avocat de Charleston nommé Aldrich Pemberton, spécialisé dans la falsification de documents d'adoption. Pemberton avait développé un système complexe permettant de créer de faux registres de naissance, transformant légalement ces enfants nés en esclavage en orphelins blancs adoptables. Les tarifs étaient astronomiques, jusqu'à $2000 par enfant, somme que les familles riches payaient volontiers pour acquérir ce qu'elles croyaient être une progéniture génétiquement supérieure. Il y avait également des notes sur la seconde phase du projet. Nathaniel planifiait de garder certains enfants, ceux qui manifesteraient les traits les plus désirables, pour les faire se reproduire entre eux une fois atteint l'âge adulte, créant ainsi une seconde génération encore plus raffinée. Il avait même ébauché des plans pour un bâtiment séparé sur la propriété. Une sorte d'institut où ces individus seraient élevés et éduqués selon ses principes, complètement isolés du monde extérieur. Catherine referma le registre, ses mains tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine remettre le livre dans le coffre. Elle comprit à cet instant qu'elle n'était pas seulement témoin d'une série d'actes horribles, elle était complice d'un complot qui s'étendait à travers tout le Sud, impliquant des dizaines de familles respectables, des professionnels de la loi et de la médecine, tous unis dans cette entreprise monstrueuse. L'hiver de 1838 à 1839 fut particulièrement rigoureux en Géorgie. Les vents froids soufflèrent de la rivière Ogeechee et une sorte de brume persistante semblait envelopper la plantation Sweetwater. C'est durant cette période que Catherine commença à changer. La femme passive et résignée qui avait subi pendant des mois l'humiliation et l'horreur du plan de son mari commença à se transformer en quelque chose de différent, quelque chose de plus dangereux. Elle continua à remplir ses devoirs apparents, tenir les registres, assister aux sessions, noter les observations. Mais simultanément, elle développait sa propre stratégie, tissant sa propre toile dans l'ombre de celle de Nathaniel. Catherine avait toujours eu accès à la bibliothèque de la maison, une collection impressionnante que Nathaniel avait constituée au fil des ans. Parmi les volumes de sciences naturelles et de philosophie, elle découvrit plusieurs ouvrages de botanique et de médecine. Elle commença à étudier avec une attention particulière les sections traitant des plantes médicinales, des herbes, des substances naturelles et de leurs effets sur le corps humain. Elle notait mentalement certains passages, certains noms de plantes, certaines descriptions d'effets. Simultanément, elle cultiva sa relation avec Ruth, la vieille domestique. Lors de leurs interactions quotidiennes, Catherine posait des questions qui semblaient innocentes. Sur les plantes du jardin, sur les remèdes traditionnels, sur les connaissances que les femmes asservies transmettaient de génération en génération. Ruth, avec une prudence compréhensible, répondait par énigmes et sous-entendus. Mais petit à petit, un langage secret s'établit entre elles. « Il y a une plante qui pousse près des marais, missus », dit un jour Ruth en changeant les draps de la chambre de Catherine. Les vieux l'appellent l'herbe du sommeil sans réveil. Pas grand-chose, juste quelques feuilles, et un homme dort. Beaucoup de sommeil, missus. Beaucoup. Catherine comprenait. Ruth lui indiquait une possibilité, une arme potentielle. Mais elle savait qu'elle devait être prudente. Nathaniel était méticuleux, observateur. La moindre erreur pourrait être fatale. En février 1839, le docteur Whitfield effectua une nouvelle visite à Sweetwater. Cette fois, il resta une semaine entière. Les deux hommes étaient visiblement satisfaits de leurs résultats. 5 enfants étaient nés,
tous en bonne santé et 3 autres femmes étaient enceintes. Whitfield examina chaque enfant avec une attention minutieuse, prenant des mesures, effectuant des observations qu'il consignait dans ses propres carnets. Catherine fut forcée d'assister à ces examens. Elle vit Whitfield manipuler ses bébés comme des spécimens, discutant de leurs proportions crâniennes, de leurs indices physionomiques, de leur potentialité héréditaire. Elle vit également les mères, forcées de rester à distance pendant que leurs enfants étaient examinés, leur visage marqué par une douleur muette. C'est durant cette visite que Catherine intercepta une conversation entre Nathaniel et Whitfield qui confirma ses pires craintes. Les 2 hommes, se croyant seuls dans la bibliothèque, discutaient de la prochaine phase du projet. « Les familles de Charleston sont extrêmement satisfaites », disait Whitfield, consultant ses notes. Les 3 premiers placements ont été effectués sans aucune complication. Pemberton a fait un travail remarquable avec les documents. Ces enfants sont maintenant légalement les héritiers de familles distinguées, et personne ne soupçonnera jamais leur véritable origine. « Excellent, » répondait Nathaniel. « Et qu'en est-il de notre proposition pour la génération suivante ? J'ai présenté votre plan à 2 collègues de la Medical Society qui partagent nos vues, » expliquait Whitfield. Ils sont intrigués par l'idée d'un croisement contrôlé de la 2e génération. Bien sûr, il faudra attendre 15 à 20 ans avant que les premiers sujets atteignent la maturité appropriée, mais l'investissement en vaut la peine. Imaginez, Brennan, une lignée entière, créée et perfectionnée selon des principes scientifiques rigoureux, infiltrée dans les meilleures familles du Sud. D'ici 2 générations, nous aurons créé une véritable aristocratie biologique. Catherine, cachée dans le couloir adjacent, sentit son sang se glacer. Le plan était encore plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas simplement de produire des héritiers, ou même de les vendre à des familles riches. C'était un projet de transformation sociale à long terme, une tentative de remodeler la société sudiste elle-même à travers une manipulation génétique systématique. Elle comprit également autre chose. Elle-même faisait partie intégrante de ce plan. En la forçant à documenter chaque étape, Nathaniel s'assurait qu'elle était aussi compromise que lui. Si le projet était découvert, elle serait considérée comme complice. Elle ne pourrait témoigner contre lui sans s'incriminer elle-même. C'était un piège parfait, une prison sans barreaux dont elle ne pouvait s'échapper. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Catherine prit une décision. Elle ne pouvait pas arrêter Nathaniel par des moyens conventionnels. Elle n'avait pas accès aux autorités, et même si elle l'avait eu, qui la croirait contre son mari? Qui se soucierait du sort de femmes asservies et de leurs enfants dans le sud de 1839? Elle devait agir seule, et elle devait agir avec une prudence absolue. Elle commença par établir un inventaire mental de tout ce qu'elle savait. Les plantes que Ruth avait mentionnées, les substances décrites dans les livres de médecine de la bibliothèque, les habitudes de Nathaniel, sa routine, ses faiblesses, ses moments de vulnérabilité. Elle planifiait, calculait, préparait, mais sans précipitation. Elle savait qu'elle n'aurait qu'une seule chance. Si cette histoire vous glace le sang, si vous vous demandez comment de telles horreurs ont pu exister, prenez un moment pour laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez réellement de ces événements enfouis dans l'histoire. Et si vous voulez connaître la suite, la véritable étendue du complot et ce que Catherine a réellement fait, restez avec nous jusqu'à la fin. Le printemps de 1839 apporta des changements subtils à Sweetwater. En surface, tout semblait continuer selon le plan de Nathaniel. Plus d'enfants naquirent. Les correspondances avec les familles intéressées s'intensifièrent. Pemberton, l'avocat de Charleston, effectua plusieurs visites pour finaliser les arrangements d'adoption. Whitfield venait presque mensuellement maintenant, examinant, mesurant, théorisant. Mais des fissures commençaient à apparaître dans l'édifice soigneusement construit de Nathaniel. La première anomalie se produisit en mars. L'un des enfants précédemment placé dans une famille de Savannah fut renvoyé à Sweetwater. La famille adoptive, les Harrington, avait découvert que l'enfant présentait une malformation congénitale du pied que ni Nathaniel ni Whitfield n'avaient détectée.
Ils exigeaient le remboursement complet des 2000 $ versés, menaçant de révéler toute l'affaire si Nathaniel refusait. Cette menace plongea Nathaniel dans une fureur froide que Catherine ne lui avait jamais vue. Il passa des jours enfermé dans son bureau, écrivant frénétiquement des lettres, consultant et reconsultant ses registres. Whitfield fut convoqué en urgence. Les deux hommes débattirent pendant des heures de la meilleure façon de gérer la situation. Finalement, Nathaniel paya le remboursement, mais l'enfant, un garçon de 7 mois nommé Thomas, ne retourna jamais vers sa mère biologique. Il disparut simplement. Les registres de la plantation indiquent qu'il fut transféré, mais aucune destination n'est mentionnée. Catherine observait tout cela avec une attention accrue. Elle notait chaque signe de tension, chaque moment où le contrôle de Nathaniel semblait faiblir. Elle voyait comment la pression du maintien du secret commençait à le ronger. Il dormait moins, buvait plus de whisky, devenait irritable avec les contremaîtres. C'est durant cette période que Catherine commença à mettre son propre plan en action, avec une lenteur et une prudence extrêmes. Elle avait identifié une plante, appelée belladone sauvage, qui poussait dans les zones marécageuses près de la rivière. Les livres de botanique qu'elle avait consultés en décrivaient les propriétés. À faible dose répétée, elle causait une dilatation des pupilles, des troubles digestifs légers, de la confusion mentale progressive. À dose plus importante, elle pouvait provoquer des hallucinations, des convulsions, la mort. Mais administrée avec une extrême subtilité sur une longue période, elle pouvait simplement miner la santé de quelqu'un, le faisant paraître malade sans cause identifiable. Ruth, sans jamais discuter ouvertement du sujet, commença à laisser de petits bouquets d'herbes décoratives dans la chambre de Catherine. Parmi les fleurs innocentes se trouvaient toujours quelques feuilles de belladone soigneusement dissimulées. Catherine les séchait, les réduisait en poudre fine, les conservait dans un petit flacon caché dans le double fond de son armoire. Elle commença par des doses infinitésimales. Une pincée mélangée au sucre que Nathaniel prenait dans son café du matin. Une trace dans le whisky qu'il buvait chaque soir. Si peu que les effets étaient imperceptibles au début, juste une légère fatigue peut-être, ou une digestion un peu plus difficile que d'habitude. Rien qui puisse alarmer. Simultanément, Catherine intensifiait sa documentation secrète. Dans son journal caché, elle consignait non seulement les horreurs qu'elle était forcée de témoigner, mais aussi les détails du réseau que Nathaniel avait créé. Elle recopiait des noms de lettres qu'elle parvenait à lire quand Nathaniel la convoquait dans son bureau. Elle notait les dates des visites de Whitfield, les conversations qu'elle entendait, les montants d'argent échangés. Elle créait un dossier méticuleux qui, si jamais il était découvert, pourrait détruire non seulement Nathaniel, mais des dizaines de familles respectables à travers le Sud. En avril, une nouvelle complication survint. L'une des femmes enceintes, nommée Rebecca, tenta de s'enfuir. Elle fut capturée à moins de 20 kilomètres de la plantation et ramenée. Nathaniel ordonna qu'elle soit enfermée dans un bâtiment isolé jusqu'à son accouchement. Il engagea également un nouveau surveillant, un homme brutal nommé Silas Crow, connu pour sa férocité envers ceux qui tentaient de s'échapper. L'arrivée de Crow changea l'atmosphère de la plantation. Sa simple présence était une menace constante. Il patrouillait les rangées de cabanes la nuit, un fouet toujours à sa ceinture, un regard qui semblait chercher le moindre signe de rébellion. Les gens qui travaillaient au champ se faisaient encore plus silencieux, encore plus prudents. Catherine voyait la terreur s'intensifier autour d'elle. Elle voyait les regards que les femmes échangeaient, chargés de désespoir. Elle entendait, portée par le vent, les pleurs étouffés qui venaient des cabanes la nuit. Et elle savait que son action contre Nathaniel devait s'accélérer, mais sans perdre en subtilité. Elle augmenta légèrement les doses de belladone. Nathaniel commença à se plaindre de maux de tête, de troubles de la vision occasionnels. Il attribuait cela au stress et à la fatigue. Catherine suggéra qu'il consulte un médecin, sachant qu'il refuserait. La visite d'un médecin local pourrait soulever des questions sur les activités à Sweetwater.
En mai, Whitfield effectua une autre visite et ce qu'il découvrit le troubla profondément. Lors de l'examen des nouveau-nés, il remarqua que plusieurs présentaient des anomalies mineures, des irrégularités dans la pigmentation de la peau, des asymétries faciales légères. Rien de grave individuellement, mais statistiquement, le taux d'anomalie semblait plus élevé que prévu. « Brennan », dit Whitfield lors d'une conversation que Catherine entendit depuis le couloir, « je commence à me demander si nous n'avons pas sous-estimé certaines variables. La consanguinité dans les lignées maternelles, peut-être. Ou des facteurs environnementaux que nous n'avons pas pris en compte. Que suggérez-vous ? Demanda Nathaniel, et Catherine pouvait entendre la tension dans sa voix. Nous devons être plus sélectifs, répondit Whitfield. Peut-être réduire le nombre de sujets, nous concentrer sur ceux qui présentent les caractéristiques les plus pures. Et il faudrait envisager d'acquérir de nouveaux spécimens d'autres plantations pour introduire de la diversité génétique. Cette conversation révéla à Catherine quelque chose de crucial. Le projet commençait à montrer des failles. Les théories eugénistes de Nathaniel et Whitfield se heurtaient à la réalité biologique. Leurs expériences ne produisaient pas les résultats escomptés. Et dans leur arrogance scientifique, ils envisageaient non pas d'abandonner, mais d'intensifier leurs efforts. C'est également en mai que Catherine découvrit un autre élément perturbant. En fouillant plus profondément dans les papiers de Nathaniel, profitant d'une de ces absences de plus en plus fréquentes causées par ses malaises croissants, elle trouva une correspondance avec un établissement de Philadelphie appelé l'Institut pour l'étude du perfectionnement humain. Cet institut, dirigé par un certain docteur Cornelius Vance, proposait des services d'évaluation et de formation pour les enfants issus de programmes de sélection dirigés. Les lettres révélaient que Nathaniel envisageait d'envoyer certains enfants, ceux considérés comme les plus prometteurs, à cet institut dès qu'ils atteindraient l'âge de 5 ou 6 ans. Là, ils seraient éduqués selon des principes scientifiques rigoureux, isolés de toute influence extérieure, formés pour devenir ce que Vance appelait les fondateurs d'une nouvelle élite. Catherine réalisa avec horreur que le réseau était encore plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas simplement de quelques familles du Sud et d'un médecin ambitieux. C'était une organisation qui s'étendait jusqu'au Nord, impliquant des institutions, des professionnels, probablement des dizaines, voire des centaines de personnes. Elle comprit aussi quelque chose d'autre. Même si elle réussissait à neutraliser Nathaniel, le système qu'il avait aidé à créer continuerait. Les enfants déjà placés grandiraient dans leurs familles adoptives, ignorant tout de leurs origines. Le réseau de Vance, Whitfield, Pemberton et les autres continueraient à opérer. L'horreur ne s'arrêterait pas avec un seul homme. Cette réalisation la plongea dans un désespoir profond. Pendant plusieurs jours, elle envisagea sérieusement le suicide. Mais quelque chose la retint. Peut-être la conscience que sa mort ne changerait rien, ou peut-être un reste de volonté de résistance qu'elle ne savait même pas posséder. En juin, les effets du poison commencèrent à se manifester plus clairement chez Nathaniel. Ses maux de tête devinrent chroniques. Sa vision se troublait par moments. Il avait des épisodes de confusion mentale, oubliant des conversations, égarant des documents. Sa santé se détériorait visiblement, mais de manière si graduelle que lui-même attribuait cela à l'âge et au stress. Catherine adaptait les doses avec une précision calculée. Trop peu, et les effets seraient négligeables. Trop, et la cause du déclin deviendrait suspecte. Elle marchait sur un fil ténu, administrant juste assez pour affaiblir Nathaniel sans déclencher d'alarme. C'est durant cette période qu'un événement inattendu se produisit. Une des femmes asservies, nommée Anna, donna naissance à des jumeaux. Nathaniel fut d'abord ravi, 2 sujets au lieu d'un, issus du même croisement. Mais sa joie se transforma en rage quand Whitfield, lors de son examen, déclara que l'un des jumeaux présentait des signes évidents de déficience mentale. Inadmissible, rugit Nathaniel, sa voix amplifiée par la fièvre que Catherine avait commencé à lui induire. Toutes ces précautions, toutes ces mesures, et nous obtenons ça. Whitfield, visiblement mal à l'aise, tenta d'expliquer que les jumeaux étaient un phénomène imprévisible, que la science de l'hérédité comportait encore de nombreuses inconnues. «
Mais Nathaniel ne voulait rien entendre. Il ordonna que l'enfant déficient soit immédiatement retiré de la plantation. Ce qui arriva à ce bébé reste l'une des zones les plus sombres de cette histoire déjà obscure. Aucun registre ne mentionne sa destination. Certains témoignages fragmentaires, recueillis des années plus tard, suggèrent qu'il fut simplement abandonné dans les marais, laissé à la merci des éléments. D'autres murmurent qu'il fut remis à Whitfield pour des études complémentaires. La vérité s'est perdue dans les ténèbres du temps. Catherine, forcée d'assister à cette décision et de la consigner dans les registres officiels, sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Ce n'était plus de l'horreur qu'elle ressentait, c'était une froide détermination. Nathaniel devait être arrêté, peu importe le coût. Elle commença à préparer la phase finale de son plan. Elle augmenta encore légèrement les doses de belladone, poussant Nathaniel vers un état de faiblesse accrue. Simultanément, elle établit contact, toujours par l'intermédiaire de Ruth et d'autres domestiques, avec certaines des femmes victimes du programme. Elle ne pouvait pas leur parler directement sans éveiller les soupçons, mais elle pouvait faire passer des messages, des encouragements murmurés, des promesses voilées que la situation changerait bientôt. Un réseau de résistance commençait à se former, tissé dans l'ombre, unissant la maîtresse de la plantation et celle qui était asservie dans un but commun, même si ce but n'était pas encore clairement défini. L'été de 1839 fut étouffant en Géorgie. Une chaleur humide et oppressante s'abattit sur la plantation Sweetwater, transformant les journées en épreuves et les nuits en périodes d'insomnie moite. C'est dans cette atmosphère suffocante que les événements atteignirent leur point culminant. En juillet, Nathaniel tomba gravement malade. Ce qui avait commencé comme des malaises occasionnels se transforma en une détérioration rapide. Il souffrait de fièvres intermittentes, de vomissements, de confusion mentale croissante. Ses pupilles restaient anormalement dilatées, même en pleine lumière. Ses mains tremblaient constamment. Catherine, jouant le rôle de l'épouse inquiète, suggéra à nouveau de faire venir un médecin. Cette fois, Nathaniel, affaibli et désemparé, accepta. Mais il insista pour que ce soit Whitfield qui vienne, personne d'autre. Il ne pouvait faire confiance qu'à son complice pour examiner sa condition, sans poser de questions compromettantes sur les activités de la plantation. Whitfield arriva 3 jours plus tard. Son examen de Nathaniel fut approfondi et son diagnostic troublant. « Je ne peux identifier la cause exacte de votre mal », dit-il à Nathaniel, Catherine présente dans la chambre. Les symptômes suggèrent peut-être une fièvre marécageuse ou possiblement une forme de mélancolie nerveuse. Le climat de Géorgie est notoire pour produire de telles afflictions. Il prescrivit du repos, des toniques, des saignées, les traitements standards de l'époque, aussi inefficaces que barbares. Mais Catherine remarqua quelque chose dans le regard de Whitfield, une lueur de suspicion qu'il tentait de dissimuler. Le médecin n'était pas convaincu par son propre diagnostic. Cette nuit-là, alors que Nathaniel dormait sous l'effet du laudanum que Whitfield lui avait administré, le médecin convoqua Catherine dans la bibliothèque. « Madame Brennan », commença-t-il, sa voix basse et contrôlée, « je dois vous poser une question délicate. Avez-vous remarqué si votre mari a consommé ou été en contact avec des substances inhabituelles récemment? Des plantes du jardin, peut-être, ou des préparations médicinales ?» Catherine sentit son cœur s'accélérer, mais elle maintint une expression de confusion innocente. « Je ne comprends pas, docteur. Pensez-vous qu'il aurait pu être empoisonné ?» Whitfield l'étudia longuement avant de répondre. Les symptômes qu'il présente sont compatibles avec certaines intoxications végétales. La belladone, par exemple, ou la jusquiame. Mais il serait extraordinairement difficile d'administrer de telles substances sans que la victime s'en aperçoive. « Mon mari gère lui-même sa nourriture et ses boissons », répondit Catherine, choisissant ses mots avec soin. « Je n'ai aucun contrôle sur ce qu'il consomme. Si vous pensez qu'il y a empoisonnement, peut-être devriez-vous examiner les cuisines ou interroger les domestiques. » C'était un mouvement risqué, détourner les soupçons vers les personnes asservies. Mais Catherine savait que dans le sud de 1839,
L'idée qu'un esclave puisse empoisonner son maître était bien plus crédible que l'idée d'une épouse empoisonnant son mari. Et elle savait aussi que Whitfield ne pouvait mener une enquête approfondie sans risquer de révéler les véritables activités de la plantation. Whitfield parut considérer cette possibilité. « Il faudrait procéder avec discrétion », dit-il finalement. Une enquête officielle attirerait une attention indésirable. Mais je vais effectuer quelques vérifications discrètes. Au cours des jours suivants, Whitfield interrogea les domestiques, inspecta les cuisines, examina les réserves de nourriture. Il ne trouva rien. Catherine avait été trop prudente, ne laissant aucune trace de la belladone qu'elle utilisait. Mais l'atmosphère à Sweetwater devint encore plus tendue. Les domestiques, interrogés et soupçonnés, devinrent nerveux. Le surveillant Crow intensifia sa vigilance, cherchant des signes de rébellion ou de sabotage. C'est dans ce climat de paranoïa croissante que se produisit l'événement qui allait précipiter la crise finale. Une nuit de la mi-juillet, alors que la chaleur rendait le sommeil impossible, un incendie se déclara dans le bâtiment annexe, celui que Nathaniel avait fait construire pour ses sessions. Les flammes furent aperçues rapidement et l'incendie maîtrisé avant qu'il ne se propage à d'autres structures, mais le bâtiment lui-même fut gravement endommagé. L'enquête révéla que l'incendie avait été délibérément allumé. Des traces de kérosène furent trouvées, mais aucun coupable ne put être identifié. Nathaniel, même dans son état affaibli, exigea une enquête impitoyable. Crow fut chargé d'interroger tous les habitants de la plantation. Les interrogatoires furent brutaux. Crow utilisait des méthodes que même les standards cruels de l'époque considéraient comme excessives. Mais personne n'avoua, personne ne dénonça quiconque. Un mur de silence absolu se dressa face à l'enquête. Catherine observait tout cela avec une satisfaction secrète. L'incendie n'était pas son œuvre, elle ne savait même pas qui l'avait allumé. Mais il révélait quelque chose d'important. La résistance existait. Quelque part parmi les personnes asservies, il y avait ceux qui étaient prêts à agir, à risquer leur vie pour détruire les symboles de leur oppression. Nathaniel, frustré par l'échec de l'enquête et affaibli par sa maladie mystérieuse, devint de plus en plus instable. Il alternait entre des moments de lucidité froide et des épisodes de confusion paranoïaque. Il accusait tout le monde de conspirer contre lui, les domestiques, les contremaîtres, même Whitfield. C'est durant l'un de ces épisodes de paranoïa qu'il convoqua Catherine dans son bureau et lui fit une révélation qui confirma les pires craintes de celle-ci. « Ils veulent détruire tout ce que j'ai construit », déclara-t-il, sa voix tremblante et ses yeux fiévreux fixés sur Catherine. Mais ils ne réalisent pas l'ampleur du projet. Ce n'est pas juste Sweetwater, ce n'est pas juste la Géorgie. Vance et moi avons établi un réseau qui s'étend à travers tout le pays. Il y a des plantations en Caroline du Sud, en Alabama, en Louisiane, toutes participant au programme. Il y a des instituts au nord qui préparent la prochaine génération. D'ici 20 ans, d'ici 30 ans, notre lignée contrôlera des institutions majeures, des banques, des entreprises, peut-être même le gouvernement. Il se leva de son bureau, chancelant légèrement et s'approcha de Catherine. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Personne ne le saura jamais. Ces enfants grandiront en pensant qu'ils sont les descendants légitimes de familles respectables. Ils ne connaîtront jamais leurs vraies origines. Ils porteront notre vision dans le futur sans même le savoir. Catherine sentit une vague de nausée la submerger. L'ampleur de la conspiration dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas le projet délirant d'un seul homme, c'était un complot organisé impliquant potentiellement des centaines de personnes à travers le pays. « Pourquoi me dis-tu cela ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Nathaniel la regarda avec une expression qui mélangeait la folie et la lucidité. « Parce que tu en fais partie, Catherine, tu as documenté chaque étape. Tu es aussi complice que moi. Si je tombe, tu tombes avec moi. C'est ta garantie de silence, ta chaîne dorée. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Catherine prit une décision finale. Elle ne pouvait pas détruire le réseau entier. C'était au-delà de ses capacités. Mais elle pouvait faire quelque chose que personne n'attendait. Elle pouvait créer une archive, un témoignage qui survivrait, qui pourrait un jour révéler la vérité.
Elle passa les nuits suivantes à recopier méticuleusement tout ce qu'elle savait. Les noms des familles impliquées, les détails des placements d'enfants, les correspondances avec Vance, Whitfield, Pemberton, les descriptions des méthodes utilisées. Elle créa un dossier complet, détaillé, accablant. Mais où cacher un tel document? Nathaniel fouillait régulièrement ses appartements. Les domestiques, aussi loyaux soient-ils, pouvaient être forcés de révéler des secrets sous la torture. Elle devait trouver un endroit absolument sûr. C'est Ruth qui lui fournit la solution. Les vieux savent des choses que les maîtres ignorent, murmura-t-elle un jour en changeant les draps. Il y a un endroit sous la maison, missus. Un endroit des temps anciens. Les maîtres ne le connaissent pas. Ruth parlait d'un espace souterrain, vestige d'une construction antérieure ou peut-être d'un refuge créé par les personnes asservies. Elle guida Catherine, lors d'une nuit sans lune, à travers des passages que la maîtresse de maison n'avait jamais soupçonnés. Là, dans un espace confiné sous les fondations de la demeure, Catherine cacha son témoignage, enveloppé dans de la toile huilée pour le protéger de l'humidité. « Si quelque chose m'arrive, dit-elle à Ruth, si je meurs ou si je disparais, ce document doit survivre. Trouve quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Quelqu'un qui pourra utiliser ces informations quand le temps sera venu. » Ruth hocha la tête, comprenant la gravité de la mission. En août, l'état de Nathaniel se détériora encore. Il était désormais confiné au lit la plupart du temps, oscillant entre délire et inconscience. Whitfield, de plus en plus inquiet, passa plusieurs semaines à Sweetwater, tentant de stabiliser son patient et son complice. C'est durant cette période que Catherine fit sa dernière manœuvre. Elle cessa d'administrer la belladone. Elle laissa Nathaniel commencer à récupérer légèrement, juste assez pour retrouver des moments de lucidité. Elle savait que Whitfield surveillait de près ce qui entrait dans le corps de Nathaniel. Elle ne pouvait plus agir directement. Mais elle avait planté une autre graine, plus subtile. Durant ses conversations avec les domestiques, transmises par Ruth, elle avait laissé filtrer certaines informations. Des détails sur les projets de Nathaniel, des révélations sur le sort des enfants, des noms de ceux qui avaient été vendus, séparés, ou pire, la résistance souterraine parmi les personnes asservies qui avaient déjà produit l'incendie du bâtiment annexe commença à s'organiser plus délibérément. Catherine ne dirigeait pas cette résistance, elle n'en avait ni le pouvoir ni le droit. Mais elle fournissait des informations, des opportunités, des moments où la vigilance se relâchait. Le véritable climax survint lors d'une nuit d'orage de la fin août. La pluie tombait en rideaux épais, le tonnerre grondait, les éclairs illuminaient sporadiquement le paysage. Nathaniel, bénéficiant d'un rare moment de clarté mentale, demanda à voir les registres complets du projet. Il voulait faire un inventaire, vérifier que tout était en ordre malgré sa maladie. Catherine lui apporta les registres officiels, ceux qu'elle avait été forcée de tenir. Mais Nathaniel, avec l'instinct paranoïaque que la maladie avait aiguisé, sentit qu'il manquait quelque chose. Il exigea de fouiller les appartements de Catherine. C'est alors que tout bascula. Nathaniel découvrit le double fond de l'armoire, vide maintenant, car Catherine avait déplacé ses notes vers la cachette souterraine, mais les traces de son utilisation étaient visibles. Il comprit immédiatement ce que cela signifiait. « Tu m'as trahi », siffla-t-il, se levant de son lit malgré sa faiblesse. « Tu as gardé tes propres registres. Qu'as-tu fait avec eux? Où sont-ils » Catherine recula, son cœur battant violemment. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Menteuse !» cria Nathaniel. Il se précipita vers elle avec une force surprenante pour un homme aussi malade, ses mains se refermant autour de sa gorge. « Où sont les documents? Qui d'autre est au courant ?» Catherine lutta, tentant de se libérer de l'étreinte. Sa vision commença à se troubler, des points noirs dansant devant ses yeux. Elle allait perdre conscience quand soudain, la porte de la chambre s'ouvrit violemment. Ruth se tenait là, tenant une lourde chandelle en fer. Derrière elle, 3 autres femmes, Sarah, Anna, et une troisième dont le nom s'est perdu dans l'histoire. Elles avaient entendu les cris malgré l'orage. Ce qui se passa ensuite reste sujet à interprétation. Les rares témoignages qui existent se contredisent.
Certains suggèrent que Ruth frappa Nathaniel avec le chandelier, le forçant à lâcher Catherine. D'autres murmurent que ce fut Catherine elle-même qui, dans un ultime sursaut de survie, poussa Nathaniel violemment, le faisant trébucher et chuter lourdement contre le rebord du lit. Ce qui est certain, c'est que Nathaniel Brennan s'effondra cette nuit-là. Il tomba dans un état comateux dont il ne se réveilla jamais. Le docteur Whitfield, appelé en urgence, diagnostiqua une apoplexie, ce que nous appellerions aujourd'hui un accident vasculaire cérébral. Dans l'état affaibli où Nathaniel se trouvait déjà, son corps n'avait pu supporter le stress de la confrontation. Il mourut 3 jours plus tard, sans avoir repris conscience. Les semaines qui suivirent la mort de Nathaniel furent chaotiques. Whitfield tenta de prendre le contrôle de la situation, de préserver le programme que lui et Nathaniel avaient créé. Mais sans Nathaniel, sans le centre organisationnel que la plantation Sweetwater représentait, le réseau commença à se désintégrer. Les familles qui avaient reçu des enfants se replièrent sur elles-mêmes, refusant toute communication qui pourrait les compromettre. Pemberton, l'avocat, détruisit ses archives et nia toute implication. L'Institut de Vance à Philadelphie ferma discrètement ses portes et son directeur disparut, réapparaissant plus tard sous un nom différent dans une autre ville. Catherine, en tant que veuve, hérita légalement de la plantation. Sa première décision choqua la société locale. Elle affranchit immédiatement toutes les personnes asservies à Sweetwater. C'était un acte presque sans précédent en Géorgie en 1839. Elle leur donna également des portions de terre, des outils, des ressources pour commencer une vie nouvelle. Beaucoup partirent vers le nord, cherchant des opportunités dans des États plus accueillants. Certains restèrent, cultivant les terres qu'ils avaient travaillées, mais qui leur appartenaient désormais. Ruth demeura avec Catherine, les 2 femmes liées par des secrets qu'elles ne partageraient jamais complètement. Whitfield tenta une dernière fois de récupérer les registres du programme. Il revint à Sweetwater quelques semaines après la mort de Nathaniel, exigeant les documents au nom de la Charleston Medical Society. Catherine le reçut dans la bibliothèque, la même pièce où tant de complots avaient été ourdis. « Les registres ont été détruits », dit-elle simplement. « Tout ce qui concernait les activités de mon défunt mari a été brûlé. » Whitfield la fixa longuement, cherchant le mensonge dans ses yeux. « Vous comprenez que vous vous incriminez vous-même en détruisant ces documents? Vous étiez complice de tout. » « J'étais une épouse, » répondit Catherine, sa voix glaciale. « J'obéissais aux ordres de mon mari, comme la société l'exigeait. Si quelqu'un doit être jugé pour ses actes, ce serait lui. Mais il est mort. Et sans registre, sans preuve. Il n'y a rien à poursuivre, n'est-ce pas, docteur ?» Whitfield comprit le message implicite. Catherine le tenait dans une impasse. S'il tentait de révéler le programme, il s'incriminerait lui-même sans pouvoir prouver l'implication de Catherine. Et elle, en tant que veuve respectable, pourrait toujours prétendre avoir été une victime ignorante des machinations de son mari. Le médecin quitta Sweetwater ce jour-là et ne revint jamais. Il continua sa pratique à Charleston pendant quelques années encore, mais ses théories eugénistes ne furent plus jamais publiées. Il mourut en 1846, emportant ses secrets dans la tombe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les enfants nés du programme de Nathaniel existaient toujours, dispersés à travers le Sud, grandissant dans des familles qui ignoraient ou choisissaient d'ignorer leurs véritables origines. Catherine passa les années suivantes dans une sorte de pénitence silencieuse. Elle transforma Sweetwater en une ferme coopérative, travaillant aux côtés de ceux qu'elle avait contribué à libérer. Elle ne se remaria jamais. Elle ne quitta jamais la plantation. Elle vivait avec ses souvenirs, avec sa culpabilité, avec la connaissance de ce qu'elle avait vu et de ce qu'elle avait fait. En 1843, alors que les tensions croissaient entre le Nord et le Sud sur la question de l'esclavage, Catherine reçut une visite inattendue. Un homme se présentant comme un journaliste abolitionniste de Boston demanda à la rencontrer.
Il avait entendu des rumeurs sur Sweetwater, sur des événements étranges qui s'y seraient déroulés quelques années auparavant. Catherine le reçut dans le salon principal. L'homme, qui se nommait Frederick Ashworth, était jeune, idéaliste, animé par la passion de dénoncer les horreurs de l'esclavage. « Madame Brennan, commença-t-il, j'ai recueilli des témoignages troublants. Des personnes qui ont travaillé ici parlent d'expériences, d'enfants vendus, de complots impliquant des familles respectables. Si ces allégations sont vraies, cela pourrait être un argument puissant dans notre lutte contre l'institution esclavagiste. » Catherine l'écouta en silence, son visage ne trahissant aucune émotion. Quand il eut terminé, elle répondit calmement « Monsieur Ashworth, les gens racontent beaucoup d'histoires. Le Sud est plein de rumeurs et de légendes. Si vous cherchez des preuves concrètes de maltraitance, vous les trouverez dans pratiquement n'importe quelle plantation de Géorgie. Mais des conspiraties élaborées, des réseaux secrets, ce sont des fantasmes, rien de plus. » Ashworth insista, mais Catherine demeura inflexible. Elle ne confirma ni ne nia rien. Et sans son témoignage, sans documents, sans preuves tangibles, le journaliste ne pouvait rien publier qui ne ressemblerait à de la pure spéculation. Pourquoi Catherine refusa-t-elle de révéler la vérité à quelqu'un qui aurait pu l'utiliser pour une cause juste? Les raisons restent complexes et peut-être contradictoires. Peut-être craignait-elle encore les conséquences légales pour elle-même. Peut-être voulait-elle protéger les enfants désormais adultes qui vivaient dans l'ignorance de leurs origines. Peut-être comprenait-elle que révéler l'histoire ne ferait que causer plus de douleur sans changer fondamentalement le système esclavagiste lui-même. Ou peut-être simplement portait-elle un fardeau de culpabilité si lourd qu'elle ne pouvait supporter l'idée d'une reconnaissance publique, même sous forme de dénonciation. Les années passèrent. La guerre civile éclata en 1861. La Géorgie fut ravagée par les combats. Sweetwater, relativement isolé, échappa à la destruction directe, mais le monde autour changea irrémédiablement. L'esclavage fut aboli. Le Sud s'effondra et se reconstruisit lentement. Catherine vécut jusqu'en 1868, atteignant l'âge de 58 ans. Dans ces dernières années, elle devint de plus en plus recluse, parlant rarement, passant ses journées à contempler les champs qui avaient été témoins de tant d'horreurs. Ruth resta avec elle jusqu'à la fin. Les deux femmes développèrent une relation étrange, ni vraiment amitié, car l'écart social demeurait même après l'abolition, ni servitude, car Ruth était libre de partir à tout moment. C'était plutôt une sorte de vigile partagée, deux gardiennes d'un secret terrible. Quand Catherine mourut, en février 1868, Ruth fut la seule personne présente à son chevet. Les dernières paroles de Catherine, selon Ruth, furent « Le document, il doit survivre, quelqu'un doit savoir ». Ruth survécut encore 12 ans. Avant sa propre mort en 1880, elle confia à sa petite-fille l'emplacement du document caché sous les fondations de Sweetwater. « Quand le temps sera juste, lui dit-elle, quand quelqu'un pourra utiliser cette vérité sans causer plus de mal que de bien, alors ce sera le moment de révéler ce qui s'est passé. » Mais la petite fille de Ruth quitta la Géorgie peu après, migrant vers le nord comme tant d'anciens esclaves le firent durant la reconstruction. Elle emporta le secret avec elle, et finalement, elle l'emporta dans la tombe. Le document caché par Catherine ne fut jamais récupéré, ou s'il le fut, cela se passa dans une discrétion absolue. Sweetwater changea de main plusieurs fois au fil des décennies. La grande maison tomba progressivement en ruine. Dans les années 1900, elle fut partiellement démolie. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien de la plantation originale. Quelques fondations envahies par la végétation, des fragments de murs, des traces à peine visibles dans le paysage. Mais l'héritage du programme de Nathaniel Brennan persista de manières invisibles et troublantes. Les enfants nés à Sweetwater et placés dans des familles adoptives grandirent, se marièrent, eurent leurs propres enfants. Ils s'intégrèrent dans la société sudiste et plus tard américaine, sans jamais connaître leurs origines. Certains indices troublants émergèrent au fil du temps.
Dans les années 1920, un généalogiste travaillant sur l'histoire d'une famille prominente de Charleston découvrit des anomalies dans les registres de naissance d'un de leurs ancêtres, adopté en 1839. L'adoption avait été arrangée par un certain Aldrich Pemberton, un avocat dont la réputation était devenue douteuse dans les années suivantes. Mais le généalogiste, craignant de ternir la réputation de ses employeurs, choisit de ne pas approfondir ses recherches. Dans les années 1950, durant les premières phases du mouvement des droits civiques, un historien afro-américain nommé Dr. James Patterson tenta de retracer l'histoire des plantations du comté de Burke. Il tomba sur des témoignages oraux troublants, des histoires transmises de génération en génération sur l'endroit où les enfants étaient volés, sur le maître qui voulait créer une nouvelle race, sur la dame blanche qui gardait les secrets. Patterson tenta de localiser des documents, des preuves concrètes. Il fouilla les archives du comté, les registres des églises, les collections privées. Il trouva les registres baptismaux mentionnés au début de cette histoire, ces 23 enfants, tous désignés comme orphelins adoptés, tous nés dans une période de 3 ans, tous sans origine identifiable, tous liés par cette mystérieuse annotation. Programme Sweetwater, projet achevé. Il trouva également des fragments de correspondance dans les archives de la Charleston Medical Society, des lettres échangées entre un docteur Edmund Whitfield et divers académiciens, discutant de programmes d'amélioration et de sélection dirigée. Mais les détails cruciaux étaient absents. Les noms spécifiques avaient été caviardés ou effacés. Les références directes à Sweetwater avaient été supprimées. Patterson publia un article académique en 1958 intitulé « Indice d'expérimentation eugéniste dans le sud d'avant-guerre, le cas mystérieux de la plantation Sweetwater ». L'article présentait ses découvertes, mais admettait franchement l'absence de preuves concluantes. Il fut publié dans un journal académique obscur et passa largement inaperçu. Quelques chercheurs tentèrent de poursuivre le travail de Patterson dans les décennies suivantes. Certains localisèrent d'anciens sites liés au réseau. L'Institut pour l'étude du perfectionnement humain à Philadelphie s'avéra avoir existé réellement, opérant entre 1836 et 1842 avant de fermer abruptement. Mais tous les registres de l'Institut avaient été détruits, apparemment délibérément. Le cabinet de Pemberton à Charleston fut découvert abandonné dans les années 1970 lors de rénovations urbaines. Dans une chambre forte cachée, les ouvriers trouvèrent des cendres, des documents qui avaient été brûlés, mais pas complètement. Des experts en restauration de documents parvinrent à récupérer quelques fragments. Parmi eux, une liste partielle de noms, des familles, des enfants, des dates. Mais les fragments étaient trop incomplets pour reconstituer l'histoire complète. Aujourd'hui, l'histoire de Sweetwater existe dans une zone grise troublante entre le fait documenté et la légende. Les preuves sont suffisamment nombreuses pour confirmer qu'il s'est passé quelque chose, que Nathaniel Brennan a mené une forme d'expérimentation impliquant des personnes asservies, que des enfants ont été placés dans des familles adoptives sous de faux prétextes, qu'un réseau existait impliquant des professionnels respectables à travers le Sud et au-delà. Mais les détails précis, l'ampleur exacte du complot, le sort de tous les enfants impliqués, le contenu exact des théories et méthodes utilisées, tout cela reste enveloppé de mystère. Le document que Catherine a caché, s'il existe encore quelque part sous les ruines de Sweetwater, pourrait répondre à ces questions. Mais personne ne l'a trouvé, ou du moins, personne ne l'a rendu public. Il y a une ironie cruelle dans le fait que cette histoire de contrôle, de documentation obsessionnelle, de tentative de diriger l'héritage biologique, se termine dans le silence et l'incertitude. Nathaniel Brennan voulait créer une lignée qui durerait des générations, marquer l'histoire de manière indélébile. Au lieu de cela, son nom est pratiquement oublié, son programme réduit à des fragments et des murmures. Les véritables victimes, les femmes asservies dont les corps furent utilisés, les enfants nés dans ce système,
et disperser sans connaissance de leurs origines les communautés déchirées par ces actes. Leurs histoires sont encore plus effacées. Nous ne connaissons que quelques noms. Sarah, Rebecca, Anna, Ruth. Combien d'autres y en avait-il? Quelles étaient leurs vies avant Sweetwater? Qu'est-il advenu d'elles après? Qu'ont-elles ressenti, pensé, espéré, craint? Ces questions resteront probablement sans réponse. L'histoire a cette capacité terrible d'effacer certaines voix tout en amplifiant d'autres. Les puissants, même dans leurs crimes, laissent des traces, des lettres, des registres, des bâtiments. Les opprimés disparaissent souvent sans laisser de marque écrite, ne survivant que dans les mémoires orales qui s'estompent avec chaque génération. Et Catherine, son rôle reste le plus ambigu. Était-elle une victime, piégée par les contraintes de son époque et de son statut, forcée de participer à des atrocités qu'elle ne pouvait empêcher? Était-elle une résistante, sabotant subtilement le programme de son mari, protégeant ce qu'elle pouvait protéger? Ou était-elle quelque chose entre les deux, complice par faiblesse, résistante par désespoir, ni héroïne, ni vilaine, mais simplement humaine dans toute sa complexité morale? L'empoisonnement lent de Nathaniel, si c'est bien ce qui s'est produit, était-il un acte de justice ou de vengeance? La protection du document caché était-elle une tentative de préserver la vérité ou un moyen de contrôler qui pourrait la connaître? Et quand? Son refus de témoigner auprès du journaliste abolitionniste était-il de la lâcheté ou une forme de protection pour les innocents qui auraient été exposés? Ces ambiguïtés morales ne seront jamais résolues. Catherine elle-même, dans les rares écrits personnels qui ont survécu, quelques lettres, un fragment de journal, ne fournit pas de réponse claire. Elle écrivait avec une retenue presque douloureuse, comme si même dans l'intimité de ses propres pensées, elle ne pouvait ou ne voulait pas articuler complètement ce qu'elle avait vécu et fait. Une des dernières lettres de Catherine, écrite en 1866 à une cousine éloignée qui lui demandait des nouvelles, contient ce passage énigmatique. « Vous me demandez si j'ai trouvé la paix après toutes ces années. Je ne sais pas ce qu'est la paix. Je sais ce qu'est le silence des tombes, le silence des secrets enterrés, le silence de ceux dont les voix n'ont jamais été entendues. Je vis dans ce silence. C'est ma pénitence et mon refuge. Cette histoire vous a troublé? Vous vous demandez si tout cela est vraiment arrivé? Les archives fragmentaires existent, les indices troublants demeurent. Mais la vérité complète reste enfouie, peut-être littéralement sous les ruines de Sweetwater. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Ces événements ont-ils vraiment eu lieu? Que serait devenu ce document caché? Et surtout, combien d'histoires similaires restent encore cachées dans les recoins obscurs de notre passé? Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'enquêtes sur ces mystères historiques qui défient notre compréhension. Et si cette histoire vous a marqué, partagez-la avec ceux qui, comme vous, cherchent la vérité dans les ombres de l'histoire. En 1995, plus d'un siècle et demi après les événements de Sweetwater, une équipe de chercheurs en études afro-américaines de l'Université de Géorgie entreprit un projet de documentation orale dans le comté de Burke. Leur objectif était de recueillir les histoires familiales transmises de génération en génération parmi les descendants d'esclaves de la région. Une femme âgée, Madame Esther Williams, alors nonagénaire, raconta une histoire que sa grand-mère lui avait transmise. Sa grand-mère était la petite-fille de Ruth, celle-là même qui avait servi Catherine Brennan. L'histoire parlait d'un secret enterré, d'un témoignage caché qui devait être révélé quand le temps serait juste. Les chercheurs, intrigués, demandèrent si Madame Williams connaissait l'emplacement de ce document. Elle répondit qu'elle avait une vague idée, quelque part sous les fondations de l'ancienne demeure Sweetwater. Mais lorsque les chercheurs visitèrent le site, ils trouvèrent que même les fondations avaient été en grande partie détruites ou recouvertes par plus d'un siècle de croissance végétale et d'érosion. Ils effectuèrent néanmoins quelques fouilles exploratoires. Ils découvrirent des fragments, des morceaux de poterie, quelques pièces de monnaie, des vestiges de construction. Mais aucun document, aucun registre caché. Soit le document s'était désintégré au fil du temps malgré la protection de la toile huilée, soit il n'avait jamais existé.
Soit il avait été trouvé et détruit par quelqu'un d'autre des décennies auparavant. Soit il reste encore là, dans une poche souterraine que les fouilles limitées n'ont pas atteinte. Le mystère de Sweetwater demeure, et peut-être est-ce approprié. Certaines histoires résistent à la résolution complète. Certaines vérités restent partiellement cachées, comme pour nous rappeler les limites de notre connaissance historique, la fragilité de la mémoire, et la facilité avec laquelle même les crimes les plus calculés peuvent s'effacer avec le temps. Ce que nous savons avec certitude, c'est que dans le sud d'avant-guerre, dans un système qui réduisait des êtres humains en propriété, d'innombrables horreurs se sont produites. Sweetwater n'était peut-être qu'un exemple parmi tant d'autres. Les théories eugénistes qui ont motivé Nathaniel Brennan n'étaient pas une aberration. Elles étaient largement répandues dans les cercles académiques et médicaux de l'époque, au nord comme au sud. L'idée qu'un réseau de familles puissantes ait pu participer à un programme secret de sélection humaine n'est pas aussi fantaisiste qu'elle pourrait le paraître. L'histoire est pleine d'exemples de conspirations similaires, certaines découvertes et exposées, d'autres probablement encore cachées. Les enfants nés du programme Sweetwater, s'ils ont réellement existé dans l'ampleur décrite, auraient aujourd'hui des dizaines de milliers de descendants. Ces personnes vivent parmi nous, ignorant complètement cette part sombre de leur héritage. Certains pourraient être des personnalités publiques, des leaders communautaires, des citoyens ordinaires, tous porteurs inconscients d'un secret centenaire. Et c'est peut-être là la leçon la plus troublante de Sweetwater. Combien de nos histoires familiales contiennent des chapitres cachés? Combien de nos arbres généalogiques ont des branches que nous ne voyons pas, des racines qui plongent dans des sols que nous préférons ne pas examiner? L'histoire de Nathaniel Brennan, Catherine Brennan, Ruth, Sarah, Anna, Rebecca et tous les autres dont les noms ont été perdus nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment passé. Il vit dans nos gènes, dans nos institutions, dans les silences que nous maintenons, dans les documents que nous choisissons de préserver ou de détruire. Quelque part, en Géorgie, sous des couches de terre et de temps, il y a peut-être encore un registre enveloppé dans de la toile huilée, attendant d'être découvert. Ou peut-être a-t-il depuis longtemps retourné à la poussière, ses secrets perdus à jamais. Mais l'histoire elle-même, fragmentaire, troublante, irrésolue, survit. Elle survit dans les archives incomplètes, dans les témoignages oraux transmis à travers les générations, dans les questions sans réponse qui persistent. Elle survit pour nous rappeler que l'humanité est capable de créer des systèmes d'une cruauté élaborée, de justifier l'injustifiable avec le langage de la science, de transformer la souffrance en méthodologie. Et elle survit aussi pour nous rappeler la résistance, les petits actes de rébellion comme cet incendie allumé dans la nuit, la solidarité silencieuse entre opprimés, le courage de ceux qui ont choisi de préserver la vérité même quand sa révélation semblait impossible. Sweetwater est devenu un nom qui murmure dans certains cercles académiques, une note de bas de page dans quelques thèses obscures, une légende locale que les anciens racontent parfois. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, même dans ses contours incertains, c'est un rappel puissant. Un rappel que l'histoire n'est pas seulement ce qui est écrit dans les livres officiels. C'est aussi ce qui est caché, oublié, délibérément effacé. C'est les voix qui ont été réduites au silence, les documents qui ont été brûlés, les vérités qui ont été enterrées. Et parfois, très rarement, c'est aussi les secrets qui refusent de rester enterrés, qui remontent à la surface malgré tous les efforts pour les supprimer, qui insistent pour être connus même un siècle et demi plus tard. L'histoire de Sweetwater est-elle vraie? Les registres fragmentaires suggèrent que oui. Les témoignages oraux le confirment. Les indices historiques le soutiennent. Mais la vérité complète, dans tous ces détails horribles, reste voilée. Et peut-être, au final, c'est cette incertitude elle-même qui rend l'histoire si puissante. Elle nous force à confronter non seulement ce que nous savons, mais aussi ce que nous ne saurons jamais. Elle nous rappelle que l'histoire est pleine de chambres secrètes, de documents cachés, de vérités qui attendent dans l'obscurité.
Quelque part dans le comté de Burke, en Géorgie, les ruines de Sweetwater reposent sous la végétation. Les champs qui ont vu tant de souffrances sont maintenant silencieux. Les bâtiments qui ont abrité ces crimes sont depuis longtemps effondrés. Mais l'écho persiste. Dans les archives, dans les mémoires, dans les questions qui ne trouvent pas de réponse. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un creusera au bon endroit, trouvera le bon document, assemblera les pièces manquantes du puzzle. Ou peut-être que le mystère de Sweetwater restera à jamais exactement cela. Un mystère, un témoignage de tout ce que l'histoire peut cacher, et de tout ce qu'elle ne peut finalement effacer complètement. Car même dans le silence, même dans l'oubli, même dans les archives détruites et les noms perdus, la vérité laisse des traces. Faibles, fragmentaires, facilement négligées, mais là néanmoins. Et ces traces nous disent que Sweetwater a existé, que ses victimes ont souffert, que ses crimes ont été commis, que sa conspiration s'est étendue plus loin que nous ne le saurons probablement jamais. Elles nous disent aussi que la résistance a existé, que des actes de courage ont été posés, que des vérités ont été préservées au péril de vie. Que même dans les systèmes les plus oppressifs, l'humanité trouve des moyens de résister, de témoigner, de refuser l'effacement complet. L'histoire de la plantation Sweetwater, de Nathaniel et Catherine Brennan, de Ruth et des femmes dont les noms nous échappent encore, n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une histoire qui continue à résonner, à questionner, à troubler. Elle nous demande, combien d'autres Sweetwater y a-t-il eu? Combien existent encore, leurs secrets non découverts? Et que faisons-nous, nous qui vivons aujourd'hui, avec les héritages cachés du passé? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles méritent d'être posées, encore et encore. Tant que nous nous souvenons de poser ces questions, tant que nous refusons d'accepter les silences de l'histoire comme définitifs, les victimes de Sweetwater n'auront pas souffert complètement en vain. Leur histoire, fragmentaire et troublante, survit, et dans sa survie elle témoigne. De l'horreur, oui, mais aussi de la résistance. De la mémoire qui persiste malgré tous les efforts pour l'effacer. De la vérité qui refuse de rester enterrée. Sweetwater, un nom presque oublié. Une plantation en ruine. Une histoire à moitié racontée. Mais une histoire qui, précisément parce qu'elle reste incomplète, nous hante encore. Et doit continuer à nous hanter jusqu'à ce que tous ces secrets soient enfin révélés, ou jusqu'à ce que nous comprenions enfin que certaines vérités restent à jamais partiellement dans l'ombre, témoins silencieux de tout ce que l'humanité peut faire et de tout ce que l'histoire peut cacher.